sur, ici, vision prospective de l'Europe, et qu'on va commencer par quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, c'est comment essayer de parler avec les jeunes d'économie en utilisant les moyens les plus actuels. C'était les petites vidéos sur YouTube, et j'ai eu la chance incroyable que ce projet soit accepté par Benoît Cœuré. Si vous devez savoir que Benoît Cœuré est membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, mais pour moi c'est aussi beaucoup plus, c'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle sur les journées de l'économie, qui a toujours pensé qu'il fallait s'engager sur les questions justement de pédagogie. C'est lui qui a accepté de porter ce concours et qui va vous en dire un peu plus avant qu'on remette les prix. Non. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Pascal Lemaire de nous avoir offert cette possibilité d'organiser ce concours, donc l'Euro Video Challenge, qui est une première pour nous, pour la BCE, et qui a été conçu avec Pascal, aussi en hommage au GECO et aux 10 ans des GECO, et puis en hommage, je crois, personnel aussi au travail que fait Pascal, ce qui est tout à fait impressionnant. Alors l'idée pour nous, c'était de mobiliser les jeunes Européens sur des sujets ayant trait à la politique monétaire, au sens large, ayant trait aux activités de la Banque Centrale Européenne. Et donc on a lancé ce concours en juillet, qui était de consister à faire une vidéo de 2 minutes sur un sujet ayant trait au sens large à la politique monétaire, dans 5 langues possibles européennes, français, anglais, italien, espagnol, allemand. On a eu beaucoup de réponses, on a eu une 50aine de réponses. On a été aidé par un jury que je voudrais remercier chaleureusement, donc Agnès Benassi-Kéré, ici présente, de l'École d'économie de Paris. Ainsi que Francesco Giavazzi de l'Université Bocconi, Luis Garicano de la LSI à Londres, Jan-Peter Kranen à Francfort. Et Christine Greff, qui est la directrice de la communication de la BCE. Et donc, l'idée de ce prix, c'était vraiment d'utiliser les moyens d'expression, le langage vidéo, y compris musical, oral, qui est celui de la jeunesse, qui n'est pas, il faut bien le reconnaître, celui que la BCE emploie spontanément, il faut quand même le reconnaître, pour montrer que les jeunes Européens, en fait, comprennent très bien ce qui se passe dans l'économie. Donc ce n'est pas une démarche verticale consistant à aller expliquer à la jeunesse ce qu'ils doivent penser de la BCE ou de la politique monétaire. C'est exactement le contraire. C'est montrer que sur des sujets comme, qui peuvent paraître très abstraits, comme la confiance dans la monnaie, la stabilité des prix, mais aussi les sujets technologiques d'aujourd'hui, le bitcoin, les monnaies virtuelles, en fait, les jeunes Européens ont des idées très concrètes et très claires qui savent exprimer dans leur langage. Et donc on va voir un petit montage de l'ensemble des vidéos qui ont été retenues, et ensuite on va remettre les prix. Mais on parle du Bitcoin comme une crypto-monnaie. Pour la partie crypto, pas de doute, le Bitcoin est basé sur de la cryptographie. Mais les États qui étaient déjà en difficulté budgétaire se retrouvent submergés par les dettes. Many new digital currencies have evolved. The value of Bitcoin has skyrocketed, making some people very rich very quickly. Tout augmente, même les salaires, mais en général pas au même rythme. Dans le cas de l'Argentine, on appelle même ça l'hyperinflation. Parce que c'est de l'inflation, mais en pire et incontrôlable. Voilà, c'est tout. Et donc avec Pascal Lemaire, nous allons maintenant remettre les prix. Donc nous avons remis 3 prix donc, sur toutes les vidéos que nous avons reçues. Et nous allons également signaler, reconnaître 2 autres vidéos qui nous ont paru particulièrement intéressantes et innovantes et qui font donc aussi partie des finalistes. Donc nous allons remettre le 3e prix. On fait ça comme au César, hein, on commence par on remet les prix les plus importants en dernier. Donc le 3e prix qui est d'une valeur de 2 000 €.
Et pour une vidéo qui parle du Bitcoin, réalisée par Arnaud Gantier et Valentin Levetti pour le Bitcoin peut-il remplacer l'euro? Ils viennent? Il faut qu'ils viennent? Merci beaucoup. Bravo. Et on va en mettre. Accroché. Ouais. Très bien. Dommage, j'ai pas pu. J'avais préparé une blague sur le fait de recevoir un petit trophée en forme d'euro, mais voilà, je pensais jamais recevoir de ma vie un trophée en forme d'euro. Aujourd'hui c'est fait. Merci à tous. Donc le deuxième prix, qui est d'une valeur de 3 000 €, donc vous voyez que l'inflation va vite, correspond à une vidéo sur un sujet qui est très profond et très ancien, qui est le lien entre la stabilité de la monnaie et la confiance, et qui prend l'exemple de la crise en Argentine pour expliquer le lien entre la confiance dans la monnaie et la valeur de la monnaie. Et donc c'est Marina Kenan pour « Faut-il avoir confiance dans sa monnaie ?» Merci à tous. J'ai pas grand chose à dire, mais et merci à la BCE pour avoir organisé ça. C'était une très bonne idée. Et enfin, le premier prix, qui est primé avec un prix de 4 000 €, s'interroge aussi sur le Bitcoin. Donc on revient au Bitcoin, et il s'agit, mais avec un angle différent, qui est sur l'instabilité du Bitcoin et les risques que le Bitcoin peut causer pour ses utilisateurs, avec une question fondamentale qui est: le Bitcoin, finalement, est-il une monnaie? Et donc, je vais passer à l'anglais parce que les finalistes ont fait leur vidéo en anglais et sont néerlandais. So the first prize goes to Jason Albrechts and Michiel van Arnhem. And the video is titled Bitcoin Money of the Future. Congratulations. Merci. Merci. After seeing the other videos, we weren't really expecting this, so thank you very much. We've been experimenting with making some educational videos for about a year now, so this is a great boost of confidence for us. It will definitely spur us on to keep going. So thank you for that, and thank you for the prize. We'll put it to good use. I'm completely astonished as well. Of course, everybody wants to know what we'll do with the prize money, and I think we're going to buy Bitcoin with it, so no, that's a joke. We are very happy to get this opportunity, so thanks a lot. And also I want to encourage everybody in the room to think a little bit more about the future of money, because we think the digital currencies are a very interesting phenomenon and they are here to stay, I think. So if we learn a little bit more about it, and maybe also a central bank will do something with digital currencies in the future, so it will be very interesting. Thank you all. So let me clarify that the prize was not distributed in bitcoins, but in euros, which is the only currency having legal tender in the Eurozone. Et donc nous avons également choisi de récompenser et de vous montrer deux vidéos que nous avons beaucoup aimées sur la forme et dont vous avez vu des extraits dans le petit résumé tout à l'heure. Il s'agit de la vidéo qui s'appelle Market Ninjas, Inflation and Euroman de Vít Kregár,
et une autre vidéo sur la BCE doit-elle aider les États en difficulté, pour lesquels les auteurs ont mouillé leur chemise au sens figuré et au sens propre, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et qui est donc de Théo Pétrinier et Jules Marie. So thank you everyone for this. It's been a great experience for all of us, and we learned a lot, so I hope you did too. Merci beaucoup au jury. Après avoir été il y a 5 ans aux petites places en haut en tant qu'étudiant en classe préparatoire, on se retrouve ici sur scène, donc ça fait plaisir et on voudrait remercier bien sûr tous les membres du jury et la BCE. Merci. Merci à tous. Donc c'est un bon message pour tous les étudiants qui sont assis dans les places en haut. Finalement, on arrive rapidement sur scène. Et la BCE recrute des stagiaires, des post-doctorants et ouvre évidemment aussi des emplois aussi bien en supervision bancaire que sur les marchés et en analyse économique. Donc c'est un appel à tous les étudiants qui sont ici. Répondez à nos offres d'emploi, vous verrez, c'est intéressant. Merci à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le voyez, la BCE aime les prix sous contrôle, on le savait déjà et on l'a vu à nouveau. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ces échanges sur l'avenir de l'euro, l'avenir de l'Europe, l'avenir plus spécifiquement centré sur la zone euro. Cette conférence s'inscrit en fait dans la lignée d'autres conférences que vous avez peut-être déjà pu écouter ici. Il y en a eu une avant-hier sur est-ce qu'il aurait fallu ne pas faire l'euro. Il y en a eu une hier sur le Brexit. Je vous invite à les regarder à nouveau ou les voir si vous ne les avez pas vues en direct sur le site internet des Échos, site internet sur lequel vous pourrez retrouver, c'est très important, les vidéos que vous avez entreaperçues là au début de la session. Voilà, donc avant-hier, on s'est penché vers le passé, les premières étapes de l'euro, avec 2 premières étapes très claires. Hier, c'était sur le Brexit, un effet latéral, mais dont on voit qu'il a aussi des conséquences énormes. Aujourd'hui, quel avenir pour la zone euro? C'est un sujet absolument passionnant. J'aime bien faire parfois des uchronies, imaginer des scénarios d'avenir. Et sur ce sujet, on peut en imaginer 3, 4, 5, 10, on peut imaginer une poursuite K1, K1, on peut imaginer un approfondissement de nature fédéraliste, on peut imaginer des tensions internes très fortes sur le modèle de ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Espagne et la Catalogne, mais qui se déroulent dans d'autres pays et qui évidemment se reflètent sur les questions monétaires. On peut imaginer aussi encore tout à fait, même si certains estiment que c'est inimaginable parce que ça serait trop cher, des scénarios d'éclatement. Donc nous allons explorer ces différents... l'avenir de la zone euro. Et je voudrais commencer par interroger Benoît Cœuré. Benoît donc, est membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Il a travaillé auparavant notamment au Trésor français. La Banque Centrale Européenne a joué au cours des dernières années un rôle absolument central dans la construction, le renforcement, peut-être la survie de la zone euro. Où est-ce qu'on en est? Et je voulais commencer par toi, Benoît, parce que
compte tenu du rôle central de la BCE dans ce qui s'est passé ces dernières années, plus que des autres acteurs. Nous disent comment tu évalues la situation aujourd'hui. Oui, merci, merci de m'interroger. Je vais être assez rapide en fait, parce que d'une manière un peu symbolique, si on veut, je pense qu'on est à un moment de cette discussion où précisément la Banque Centrale Européenne doit s'effacer et laisser la place à une discussion politique. C'est pour ça qu'il est de bonne loi que je ne sois pas trop long moi-même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je ne vais pas rentrer dans le détail des différents projets de renforcement de la zone euro qui sont sur la table. On peut en discuter après, j'ai un avis sur certains. Mais je vais surtout essayer d'expliquer pourquoi cette discussion est importante pour la Banque Centrale Européenne. Elle est importante parce qu'on est maintenant à un stade du cycle économique où on a une reprise dans la zone euro qui est forte, qui est probablement la plus forte et la mieux répartie, la mieux équilibrée, notamment en termes de distribution par pays, certainement depuis 2007, depuis la crise, mais je dirais même en termes de robustesse et d'équilibre depuis probablement la reprise de 1999-2000, hein, donc depuis pas loin d'une vingtaine d'années, qui est à la fois une occasion de faire des choses, mais qui en même temps interroge sur l'avenir. Et en parlant d'Uchronie, moi je verrais deux scénarios finalement pour simplifier. Il y a un scénario où les Européens se reposent sur leur laurier d'une certaine manière et acceptent de laisser se dérouler un peu comme ça, spontanément, au fil de l'eau, une reprise qui est de nature essentiellement cyclique, conjoncturelle, qui est forte. Hein. La Commission européenne a publié il y a quelques minutes ses prévisions d'automne, qui donne une croissance de 2,2% pour la zone euro en 2017, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on a eu au cours des dernières années. Mais alors évidemment, 2,2%, c'est quand même pas beaucoup quand on y pense, surtout quand on compare aux autres régions du monde. Et surtout, cette reprise a été portée pour beaucoup par la politique monétaire, en incluant les effets de la politique monétaire sur le taux de change, hein, puisque les mesures qu'on a décidées à partir de 2014 ont eu un important canal de transmission à travers la baisse de l'euro, notamment face au dollar, ce qui fait partie de la politique monétaire, et également par le niveau des matières premières, des prix des matières premières qui reste bas et qui soutient le revenu partout en Europe. Mais ça, c'est des facteurs qui ne vont pas durer éternellement. Et donc, si on accepte ce scénario au fil de l'eau, les États de la zone euro vont se retrouver extrêmement démunis lorsque le prochain ralentissement conjoncturel va arriver. Or, il arrivera nécessairement, parce que c'est comme ça que le cycle économique se déroule, on ne sait pas d'où ça viendra, si ça viendra de la Chine, si ça viendra des États-Unis, si ça viendra de l'intérieur de la zone euro. À un moment, il y aura un ralentissement et il n'y a pas de force de frappe. Pourquoi? Parce que les marges de manœuvre budgétaires des États sont aujourd'hui très limitées. La dette baisse lentement, mais à partir de niveaux très élevés. Il y a très peu de marge de manœuvre budgétaire. Et la Banque Centrale Européenne a fait ce qu'elle devait faire. On continuera à faire ce qu'on doit faire, mais dans la limite d'un mandat qui est très étroit, qui nous a été donné par les traités, qui est de soutenir la croissance, l'emploi, dans la mesure où ça permet d'assurer la stabilité des prix, c'est-à-dire une inflation qui revient à 2%. Et ce n'est pas contradictoire. Aujourd'hui, on le fait, on soutient la croissance, l'emploi, parce que l'inflation est trop faible. Et donc, on est très à l'aise intellectuellement avec ce cadre. Mais on ne sait pas à quoi ressemblera la prochaine crise. On ne peut pas être assuré que lorsque la prochaine crise frappera l'Europe, la BCE pourra utiliser des instruments dans le cadre de son mandat qui permettront d'y répondre de la même manière qu'on a répondu à la crise de la zone euro depuis 2010 et en particulier en 2012. On a pu le faire dans le cadre de notre mandat juridique, ça a été confirmé par la Cour européenne de justice. Est-ce qu'on saura le faire face à une crise d'une nature entièrement différente? J'en sais rien, je ne sais pas. Je le souhaite, mais je n'en sais rien. Donc il faut reconstituer une force de frappe collective en zone euro, et pour ça, il faut des réformes. Alors, quel type de réforme? Et c'est là que je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense simplement qu'il faut que ça repose sur deux jambes, c'est-à-dire qu'il faut d'abord des réformes au niveau des États, parce que si chaque économie de la zone euro individuellement n'est pas suffisamment forte, il n'y aura pas de réaction collective dans la zone euro. Parce qu'on est dans un cadre qui reste très décentralisé. La politique économique, il ne faut pas se leurrer, elle se fait quand même essentiellement au niveau des États. Et pour une raison simple, qui est que c'est là qu'est la légitimité politique. Donc on ne va pas imposer des réformes du marché du travail, des réformes de la protection sociale à Bruxelles, et encore moins à Francfort. Ça n'a pas de sens politique. Donc c'est aux États de le faire, et de le préparer, et d'avoir la délibération collective et les mécanismes politiques qui permettent d'y arriver d'une manière qui convient. Ça ne peut pas être fait par l'Europe, ça.
Renforcer la croissance de long terme, ça ne peut pas être fait par l'Europe. Rendre soutenable la sécurité sociale, ça ne peut pas être fait par l'Europe. Ça, c'est aux États de le faire. Et il faut compléter ça, soutenir ça par des réformes européennes. Ça, on y viendrait peut-être dans un deuxième temps. Et on peut y venir, mais je voulais insister sur cette première composante, parce que pour une autre raison, Jean-Marc, qui est que c'est une condition pour renforcer la croissance dans chacun des pays, mais c'est aussi une condition pour créer de la convergence. Et je pense qu'il n'y aura pas de réforme institutionnelle de la zone euro s'il n'y a pas plus de confiance entre les États membres et s'il n'y a pas au préalable plus de convergence économique entre les États membres. Et ça aussi, ça se fait par des réformes au niveau national. Alors, on va y venir, il y a des réformes économiques, des réformes budgétaires. Il faudra avancer, faire des réformes sur le plan budgétaire, aussi sur le plan social, mais je voudrais d'abord qu'on se concentre sur le plan monétaire, parce que ce que Benoît Cœuré nous dit, c'est que la BCE a fait ce qu'elle devait faire, maintenant c'est aux autres d'agir. Et avant de voir les autres volets, notamment les volets institutionnels, je voudrais être sûr qu'on soit à peu près d'accord sur ce diagnostic, et je pense qu'on ne l'est pas totalement. Et donc je voudrais donner la parole à Jérôme Kriel. Jérôme est directeur des études de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il est aussi professeur à l'ESCP. C'est un spécialiste de l'intégration européenne, il n'est pas le seul ici. Jérôme, est-ce que la politique monétaire a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour aller vers un avenir favorable de la zone euro? Quitte à avoir été critiqué à l'époque, je crois qu'à l'OFCE, avec des équipes constituées de Christophe Blaud, Paul Hubert et moi-même, on a très tôt mis en valeur l'efficacité de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, celle qui a été mise en œuvre principalement depuis mars 2015. Donc moi je tire mon chapeau aux équipes de la Banque Centrale Européenne et je suis ravi d'être aux côtés de Benoît Cœuré. Cette politique monétaire a certainement permis de nous sauver, en tout cas de sauver l'euro, ce qui est finalement, ce qui aurait pu être une surprise et qui ne devrait pas l'être. C'est une surprise parce que je ne pense pas que 10 ans en arrière, on ait pu imaginer que l'institution européenne qui serait la plus réactive face à un tel choc macroéconomique que l'était la crise financière internationale serait justement cette banque centrale indépendante qu'on considérait comme conservatrice, etc. C'est bien elle pourtant qui a sauvé la baraque. En même temps, ce n'est pas une surprise de sauver la baraque, puisque c'est la Banque Centrale Européenne qui crée l'euro, en quelque sorte. Donc c'est un peu normal que ce soit cette institution qui sauve les meubles, elle sauve le bien qu'elle crée. Et elle essaye d'engendrer la confiance dans le bien qu'elle crée. Est-ce qu'elle a encore tout fait? Est-ce qu'il lui reste des marges de manœuvre? Alors, moi, il me semble qu'il reste une possibilité, une discussion qu'il faut avoir avec la Banque Centrale Européenne, qui est celle de savoir ce qui va se passer lorsque une croissance relativement meilleure et durable se maintiendra. Est-ce que la Banque Centrale Européenne va renoncer à ces instruments non conventionnels de politique monétaire, ceux par lesquels elle a fait des acquisitions aussi importantes de titres de dette publique, qui ont abouti à ce que les banques commerciales, les banques privées, aient des réserves excédentaires considérables au bilan de la Banque Centrale Européenne. Et ces réserves excédentaires vont-elles se réduire parce que la Banque Centrale Européenne va revendre les actifs qu'elle détient, ou bien la Banque Centrale Européenne va-t-elle continuer d'obliger en quelque sorte ces banques commerciales à avoir des réserves excédentaires, à moins qu'elles fassent du crédit à l'économie? Et si elles ont ces réserves excédentaires auprès de la Banque Centrale Européenne, ça signifierait que les politiques conventionnelles pourraient continuer. Et il y a une grande littérature qui est en train de se développer aujourd'hui, qui consiste à prétendre, et à expliquer plutôt, que la Banque Centrale Européenne, comme la Réserve fédérale des États-Unis d'Amérique, ont démontré qu'elles n'avaient pas juste un seul instrument de politique monétaire, le taux directeur, mais qu'elles en avaient maintenant deux. Elles ont la gestion des réserves excédentaires et elles ont la gestion du taux d'intérêt directeur. Et elles pourraient très bien utiliser le taux directeur pour essayer d'aboutir à une inflation proche de 2% en rythme annuel à moyen terme, et utiliser les réserves excédentaires pour jouer sur la stabilité bancaire. Elle pourrait aussi, et c'est là que je voulais intervenir plus prioritairement après ce que vient de dire Benoît Cœuré, elle pourrait aussi, la Banque Centrale Européenne, me semble-t-il, en respect des traités, mais c'est peut-être là que je me trompe, je ne les connais peut-être pas suffisamment bien, il me semble qu'elle pourrait utiliser la politique de rachat d'actifs, qu'elle a mise en œuvre de manière exceptionnelle et qu'elle poursuivra jusqu'en septembre de l'année prochaine,
pour participer peut-être à une reconvergence des économies européennes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne fait des rachats qui sont proportionnels au financement de la Banque Centrale Européenne, la clé en capital de la Banque Centrale Européenne. Ce qui veut dire que la Banque Centrale Européenne rachète plus de titres allemands qu'elle rachète de titres portugais, parce que l'Allemagne est un plus grand pays et qui pourvoit plus au financement de la Banque Centrale Européenne que le Portugal. Qu'est-ce qui se passerait si la Banque Centrale Européenne renonçait à cette clé de répartition? Est-ce que ce ne serait pas possible d'aider les pays qui ont les taux d'intérêt les plus élevés à les maintenir plus faibles, permettant ainsi à ces économies avec des dettes publiques très élevées, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, de baisser plus vite leur dette publique, de restructurer par l'intermédiaire de la Banque Centrale Européenne leur dette publique et du coup de recouvrer des marges de manœuvre budgétaires au cas où, comme le disait Benoît Cœuré, il y avait un nouveau choc économique qui survenait, provenant de Chine, provenant d'Italie ou d'un autre pays. Donc il me semble qu'il y a une discussion à avoir sur les nouveaux instruments de politique monétaire qui ont émergé pendant cette crise et qui pourraient subsister après que cette crise sera terminée, si jamais elle est. Donc une piste encore du côté de la Banque Centrale Européenne. Avant de demander à Benoît ce qu'il en pense, je voudrais qu'on ait d'autres avis sur les limites ou non de la politique monétaire. Et je vais passer la parole à Guntram Wolf. Guntram donc dirige l'Institut Bruegel, qui est un institut basé à Bruxelles, qui a été fondé sur l'idée de regarder l'Europe et la zone euro en tant que telle. Et donc avec une approche globale. Guntram est allemand, mais je ne vais pas lui demander de jouer l'allemand dans cette table ronde. Je sais qu'il le ferait très bien, mais qui répond plutôt sur le rôle que peut jouer à l'avenir la politique monétaire pour avancer vers un avenir favorable. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je ne vais pas forcément jouer le rôle d'allemand, mais je peux peut-être ajouter un peu de scepticisme par rapport à ce que Jérôme a dit. Mais d'abord, laissez-moi renforcer et me mettre d'accord avec Benoît. Je crois que la BCE a fait un grand travail. Et sans ce que la BCE avait fait, l'euro n'existait plus. Donc, je crois que la BCE a fait un vraiment grand et bon travail. Et je dirais même que le programme d'achat de la dette souveraine venait trop tard. Donc, il nous fallait faire ce genre de programme plus tôt. Et on serait dans une meilleure situation actuellement. Je dois avouer, à l'époque, je ne le disais pas. Mais maintenant, quand j'ai vu le développement des dernières années, en rétrospective, je peux dire on venait trop tard. La BCE venait trop tard. Le deuxième point, c'est je suis aussi assez d'accord qu'on a prolongé le programme d'achat, mais je crois qu'on a vraiment un problème intellectuel avec cette politique. Et le problème intellectuel, c'est que nos modèles keynésiens, DSG models, néo-keynésiens, ils nous disent plus ou moins qu'il faut un taux d'intérêt très très bas pour qu'il y ait une relance et pour que la pression des prix et l'inflation va augmenter. Mais ces genres de modèles ne considèrent pas les effets de la politique monétaire et des taux d'intérêt de zéro sur les prix d'actifs et sur la stabilité financière. Et je crois par exemple qu'on n'a pas encore un problème, mais si on garde un taux d'intérêt de zéro ou même négatif pendant une période prolongée, la valuation des prix des actifs est en fait indéterminée. Donc c'est en fait, on entre dans un monde où nos modèles économiques ne peuvent pas nous dire qu'est-ce qui va se passer. Et dès que le taux d'intérêt va changer dans le futur, on peut avoir un problème significatif avec les prix d'actifs, c'est-à-dire les immobiliers, les actions, etc., etc. Et ça peut avoir des effets très négatifs sur la stabilité du système financier.
Je crois qu'on voit déjà des problèmes ou disons, la pression sur, disons, les assurances. Les assurances souffrent déjà de cette politique. Je ne crois pas qu'actuellement, ça mérite un changement de la politique monétaire de la BCE, mais je crois que l'année prochaine, on sera ce genre de problème. Où on va vraiment commencer de vraiment penser à ça. Donc je crois vraiment, on a ce conflit-là. D'un côté, il nous faut une politique expansionniste monétaire parce que l'inflation n'est pas encore atteint son objectif de 2%. Au même temps, et d'ailleurs, si je peux ajouter, je crois aussi on a un problème, on ne comprend pas vraiment pourquoi les salaires, par exemple en Allemagne, mais aussi au Japon, n'augmentent pas. Au Japon, on a une politique expansionniste, très très expansionniste de la politique monétaire, et on a un taux de chômage très très bas, mais les salaires n'augmentent pas vraiment. Et c'est la même chose en Allemagne, et c'est vraiment un problème, et je crois qu'il faut penser un peu plus comment est-ce qu'on peut relancer les salaires pour que l'inflation finalement augmente. Vous avez même été un petit peu allemand. Sur donc deux idées hein, qui frappent dans ce que vous avez déjà dit les uns et les autres. On est dans une situation qui est aujourd'hui plutôt favorable et il va y avoir un jour ou l'autre d'autres crises. On ne sait pas si elles viendront de l'économie, si elles viendront de la finance. Et la question est de savoir comment, c'est le deuxième point, comment est-ce qu'on va s'y adapter, comment on va y réagir, et est-ce qu'on aura les moyens de le faire, ce qui est une question évidemment tout à fait importante. Louis Giscard d'Estaing, vous êtes maire de Chamalières, vous êtes conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous avez été auparavant député, vice-président de la commission des finances, à un moment particulièrement animé sur ces histoires européennes. Comment est-ce que vous jugez les espoirs, vraiment en essayant de se tourner vers le futur, hein, du rôle que peut jouer encore la BCE et la politique monétaire? Alors merci de me permettre effectivement d'être dans ce panel d'économistes distingués sans que je ne puisse m'apparenter à ceux qui sont exprimés avant moi, si ce n'est effectivement, comme vous l'avez dit, comme acteur de ces aspects de régulation financière et bancaire, en tant que vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012, donc pendant la période où la crise financière et bancaire a éclaté et où nous avons dû gérer en tant que Parlement avec le gouvernement et en particulier avec Christine Lagarde les conséquences de cette crise sur le fonctionnement de l'euro et de la zone euro. Et puis aussi, vous l'avez dit, je suis un régional de l'ETAP et que notre région Auvergne-Rhône-Alpes est une région qui participe aux 4 moteurs de l'Europe avec le Bade-Wurtemberg, la Catalogne et la Lombardie, et donc qui est tout à fait évidemment sensible à tout ce qui concerne la gouvernance de la zone euro et son impact sur les fonds structurels européens, sur le fonctionnement, je dirais, positif de l'euro et de la zone euro. Et puis tout spécialement en tant que maire d'une ville qui a comme caractéristique d'être le seul site de production et d'impression d'euros en France, puisque la Banque de France a localisé à Chamalières depuis 1921 la production de ces billets de banque, et que donc nous sommes la seule commune de France qui aujourd'hui produit des euros. Et il faut savoir que sur la dernière tranche de billets de la zone euro, 40% des billets de 20 euros ont été, pour l'ensemble de la zone euro, ont été imprimés par la Banque de France à Chamalières. Donc des raisons d'être effectivement tout à fait sensibles à ce qui est au cœur de notre débat, c'est-à-dire l'euro ne fonctionnerait pas de manière optimale, oui, et j'y dirais un mot là-dessus, et comment le rendre plus efficace. Alors d'abord sur aujourd'hui la situation de l'euro. Je pense qu'il est quand même important de faire la comparaison avec le dollar américain sur 2 plans. D'abord sur les parités de change, puisque depuis la création de l'euro, on avait souvent dit attention, l'euro risque de décrocher par rapport au dollar. Il y avait eu d'autre part la période où l'euro était trop fort par rapport au dollar, ce qui pénalisait la zone euro dans ses exportations. Et finalement, on se rend compte que ceux qui avaient prédit l'explosion de l'euro, qui avaient dit
qu'évidemment la comparaison avec le dollar se ferait au détriment de l'euro, en sont aujourd'hui un petit peu revenus, et que cela nous amène à nous poser une vraie question, c'est l'euro, monnaie de référence internationale aux côtés du dollar, et dans ce cas-là, il faut en tirer une conséquence pratique pour les citoyens de la zone euro. Et là, c'est ma première proposition, c'est la création d'un billet de banque de 1 euro. Alors, je ne le fais pas du tout en tant que maire d'une commune qui imprime des billets de banque, mais en fait, je le fais parce que depuis 2003, cette réflexion a été posée. M. Queré le sait, je l'avais posée auprès de Jean-Claude Trichet, parce que, en fait, le billet de banque est le seul qui est changeable dans un bureau de change. Donc, tous les citoyens de la zone euro sont aujourd'hui pénalisés quand ils voyagent en dehors de la zone euro et qu'ils ne peuvent pas utiliser leur monnaie pour des petits règlements. L'autre avantage qu'il y aurait d'avoir un billet d'1 euro, c'est qu'effectivement c'est une monnaie de référence internationale, et au même titre que le billet de 1 dollar est utilisé dans le monde entier, y compris en dehors de la zone dollar. Il faut savoir que 35% des billets de banque en dehors de la zone dollar sont en billets de 1 dollar, donc c'est considérable, et cela pour des raisons pratiques, évidemment, dans les échanges et dans les transactions entre citoyens. Et puis, dernier aspect, c'est la symbolique par rapport à la valeur de la monnaie et la valeur de l'euro. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la confiance dans la valeur de la monnaie. Souvenez-vous qu'au moment de l'introduction de l'euro, il y avait un billet de 1000 lire italiens, ce qui représente 50 centimes d'euros, et il y avait un billet de 100 drachmes en Grèce, qui représente 22 centimes d'euros. Donc la perception de la valeur de l'euro par rapport aux monnaies antérieures a été, de mon point de vue, altérée par le choix qui a été fait dès le départ, que nous ayons simplement, comme plus petit billet, un billet de 5 euros, et qui par ailleurs n'est pas distribué en France dans les distributeurs automatiques, donc est un billet qui a une circulation qui n'est pas satisfaisante, et qui est, je dirais, peu valorisante pour ce que représente la valeur de l'euro. Voilà ma première proposition. La deuxième, sur la gouvernance pratique, je pense que les commissions des finances et le rôle des parlements doit être renforcé dans la zone euro. J'ai participé à 2 réunions. On va y venir dans le... Voilà, donc je souhaite que l'on puisse avancer dans ce débat également institutionnel et politique. Mais on va y venir. Sur ce premier tour sur les limites ou encore la possibilité de faire davantage pour la politique monétaire, je voudrais donner la parole maintenant à Agnès Benassi-Quéré. Agnès est présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Elle enseigne aussi à la Paris School of Economics et elle a beaucoup travaillé, elle aussi, sur ces questions européennes et monétaires. Oui, merci. Alors, moi, j'ai toujours été très confiante dans la Banque Centrale Européenne. J'ai toujours pensé que la Banque Centrale Européenne ferait tout, effectivement, pour sauver l'euro, puisque pas d'euro, pas de Banque Centrale Européenne. Donc, c'est le réflexe de survie d'une institution normale. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des regrets? Oui, on peut avoir des regrets. Je suis d'accord avec Guntram sur ce point. Mais les conditions institutionnelles n'étaient pas là pour que les achats de titres à grande échelle se fassent avant 2015. Bon, le Conseil d'analyse économique avait publié dès 2013. Il y avait une recommandation à la BCE, si c'était possible, de procéder à ce type de politique. Donc, bon... Peut-être un autre regret, c'est que peut-être la BCE n'ait pas été suffisamment claire sur le fait qu'elle laisserait éventuellement l'inflation aller au-dessus de 3%, provisoirement, transitoirement, 3%. Si vous voulez avoir 2% sur le moyen terme, on n'a jamais défini ce que c'était exactement le moyen terme, mais enfin, quand même, on se dit quelques années, et que vous passez plusieurs années à 1%, voire moins, eh bien, il faut bien que, pour que l'équation soit... qu'à un moment donné, on passe au-dessus de 3%. Je ne sais pas si ça aurait eu un impact. On a quand même un problème aujourd'hui que l'inflation dite sous-jacente, donc hors les produits très volatiles, reste nettement en dessous de l'objectif. Et donc, de ce point de vue, ce n'est pas satisfaisant. Dans une économie surendettée, ce serait bien d'avoir un peu plus d'inflation. Donc, je suis un peu provocatrice, hein, mais voilà. Alors, Jérôme a dit que la BCE avait plusieurs instruments. Moi, je voudrais surtout insister sur les politiques macro-prudentielles. Quand on dit qu'il y a des risques financiers, normalement,
normalement, on a donc d'une certaine manière redécouvert ces politiques macroprudentielles, ce qui consiste à surveiller non pas les banques une par une, mais l'ensemble du système bancaire. Si on pense que le crédit va trop vite, il y a des instruments que peuvent activer. Alors c'est au niveau national, mais la BCE peut, disons, en rajouter une couche, dire Et là, je trouve que dans les années à venir, ça va être intéressant à regarder parce qu'il y a un problème d'économie politique, c'est-à-dire que le grand public ne va jamais remercier le gouvernement qui n'a pas eu de crise. S'il y a une crise, alors il ne sera pas content du tout, à juste titre, mais s'il n'y a pas de crise, on ne pensait même pas qu'il pourrait encore y avoir une crise. Or, il y a un risque de crise dans les années à venir. Et donc, il y a une asymétrie. Il y a une asymétrie et la Banque Centrale Européenne, qui est indépendante encore plus que les autorités nationales, peut éventuellement aider les autorités nationales à surmonter cette asymétrie qu'on appelle entre le risque de type 1 et de type 2. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là. Voilà. Benoît, un des éléments de réaction par rapport à ce qui a été dit, sachant que le débat sur l'objectif de prix de la politique monétaire est un débat que ne pose pas seulement Agnès, c'est un débat qui est actuellement assez animé, au moins dans la sphère académique. Oui, alors, d'abord une remarque générale, c'est quand même assez fascinant de voir que ce panel qui parle de l'avenir de la zone euro passe déjà 1 heure à parler de la BCE. Donc c'est exactement le contraire de ce que je souhaitais au départ. Et donc ça montre qu'on a encore du travail à faire pour s'affranchir du soutien de la BCE. Et je pense que M. Giscard d'Estaing a eu tout à fait raison de dire qu'il faut réintroduire la dimension politique dans cette discussion sur l'avenir de la zone euro. Donc on va y venir. Sur la politique monétaire, bon, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais il y a un premier groupe de remarques sur l'avenir des politiques monétaires non conventionnelles, que va devenir le bilan de la BCE à long terme, et finalement quelles leçons on tire de cet épisode, qu'est-ce qu'on va garder de ces instruments nouveaux, comme les achats d'actifs, les taux négatifs, qui ont été introduits. Bon, c'est une très bonne question, hein, c'est des débats qu'on a de manière intense en interne. Quand je dis en interne, c'est dans l'eurosystème, hein, avec la Banque de France, avec toutes les banques centrales de l'eurosystème. Et c'est des questions que se sont posées aussi les Américains, évidemment, les Britanniques et d'autres. Alors, d'abord, ce n'est pas une question urgente. Que les choses soient claires. On a redit le Conseil des gouverneurs il y a 15 jours, lorsqu'il a prolongé la politique d'achat de titres jusqu'en septembre 2018. Donc on a réduit la taille, mais on a prolongé jusqu'en septembre 2018. Et on a dit clairement qu'il y aurait une politique de réinvestissement des titres qui arrivent à échéance, ce qui veut dire concrètement que la taille du bilan de la Banque Centrale Européenne va rester, même après qu'on arrête les achats de titres, quand on les arrêtera, il y aura une politique de réinvestissement et la taille du bilan va rester, ne va pas diminuer avant longtemps, voire très longtemps après cette date. Pourquoi ? Parce que, pour les raisons économiques qui ont été mentionnées, parce que les tensions inflationnistes restent faibles, on continue d'avoir besoin d'un soutien monétaire important sur la durée. Donc ce n'est pas des questions qu'on va se poser tout de suite. Il y a des questions techniques qui sont importantes, comme l'usage des différents instruments. Il faut voir qu'il y a des limites liées au fait que l'Europe n'est pas comme les États-Unis. Donc beaucoup de gens aimeraient qu'on continue le quantitative easing pour toujours. Bon, il faut voir que la profondeur des marchés de capitaux européens est complètement différente de celle des États-Unis. Donc moi, à titre personnel, je ne pense pas que le quantitative easing puisse être un instrument permanent de politique monétaire de la BCE, tout simplement parce que les marchés financiers ne sont pas assez profonds. C'est très différent des États-Unis. Donc il y a des différences. Et il y a des instruments qui, de mon point de vue, ne rentrent pas dans notre mandat. Donc là, je réponds à Jérôme Krill. Par exemple, modifier la clé de répartition des achats d'actifs pour aider de manière ciblée certains États, moi je pense que ce n'est pas à la BCE de le faire. S'il y a des États qui sont très endettés, c'est de la politique budgétaire, donc c'est à leur Parlement de réagir à ça, c'est pas à la BCE. Peut-être juste deux points très courts, oui, très courts, parce qu'il y a eu d'autres questions importantes. D'une part, sur toutes les distorsions, les risques de bulles, etc. On prend ça très au sérieux. On prend notre compétence macroprudentielle qu'a décrite Agnès très au sérieux et on passe beaucoup de temps là-dessus. Mais il faut voir qu'on a un mandat clair qui est un mandat de stabilité des prix. Alors, pour faire une parenthèse pédante, il y a une phrase que les économistes monétaires aiment beaucoup qui est, donc je dis ça pour les étudiants qui sont ici, qui est « il faut beaucoup de triangles de Harberger pour combler un no-kun gap ». Je dis ça pour tous les étudiants qui sont ici. Donc, ils ont 2 heures pour expliquer ce que ça veut dire.
Non, ça veut dire que les distorsions microéconomiques créées par la politique monétaire ne sont pas du même ordre de grandeur que le bénéfice macroéconomique qui consiste à faire revenir le marché du travail au plein emploi. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce qu'il y a de fortes distorsions, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que les traités européens nous donnent un mandat clair qui est d'assurer d'abord la stabilité des prix. Et donc les bulles, les risques d'instabilité, c'est important, mais c'est avec d'autres instruments. Et dernier point, encore plus court, parce que je pense que c'est important, Guntram a dit que les modèles utilisés par les banques centrales et par les universitaires ne permettent pas de bien mesurer ces enjeux. Je pense qu'il est trop pessimiste, je pense que ça s'améliore. Je ne dis pas qu'on a tout ce qu'il faut, mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits à la BCE et ailleurs pour intégrer des secteurs financiers dans les modèles, y compris dans les modèles d'équilibre général calculables, pour intégrer le risque de défaut, pour intégrer l'impact des taux négatifs. La BCE vient de sortir une étude exactement là-dessus, qui conclut que les taux négatifs ont finalement un bénéfice net, parce que le bénéfice d'équilibre général à travers le soutien à l'activité et à l'emploi l'emporte sur les inconvénients à travers la moindre profitabilité des banques. Et je vous renvoie à un excellent article qui est paru dans le dernier numéro d'Économie et Statistique qui fait le point sur tous ces progrès en matière de modélisation monétaire. Bien, j'ai des demandes donc de la salle de parler un peu plus simple, donc je vous le transmets. J'ai des questions aussi basiques auxquelles je vais répondre très rapidement, mais c'est des questions de cours. Pourquoi la BCE ne prête-t-elle pas directement aux États? C'est parce que c'est interdit par le traité qui constitue la Banque Centrale Européenne. Pourquoi faudrait-il 2% d'inflation dans la zone euro? C'est l'interprétation qu'a faite la Banque Centrale Européenne de sa mission première qui est la stabilité de la monnaie. Où se situe la BCE par rapport aux autres banques centrales? La BCE se situe à Francfort sur le Main. Mais il y a d'autres questions plus importantes auxquelles que je vais vous renvoyer un peu plus tard, donc sur la suite du débat. On a bien vu dans ce qui s'est passé, ce que les économistes avaient déjà d'ailleurs dit dès la construction de la monnaie unique, qu'il ne fallait pas seulement une monnaie unique, il fallait aussi d'autres instruments. Ça a été dit tout à fait clairement dans la conférence avant-hier. La naissance de l'euro devait être le début d'un nouveau mouvement, et pour beaucoup de pays, il a été la fin, une forme de fin. On s'est arrêté d'avancer, et on sait qu'il manque plein de choses. On l'a vu dans la crise. On a construit une union bancaire un petit peu rapidement. On sait qu'il faudra des formes de solidarité aussi, sans doute budgétaire. Et donc c'est maintenant de ça qu'on va parler. Et je vais demander peut-être d'abord à Agnès quels sont les éléments essentiels sur lesquels il faut avancer pour avoir une zone euro qui fonctionne bien. Bon, alors je me lance. Donc pour être très courte, je pense que le plus urgent, c'est de finaliser en effet l'union bancaire. Ça n'est pas terminé. C'est très technique, donc je ne vais pas aller plus loin là. Le deuxième enjeu, c'est la coordination des politiques économiques. On a une zone monétaire qui est asymétrique. On a des vitesses maximum, mais on n'a pas de vitesse minimum. Pour ce qui est de la politique budgétaire, et sur la coordination des politiques non budgétaires qu'on oublie fréquemment, alors là c'est carrément complètement inefficace. Et Benoît parlait de convergence tout à l'heure. La convergence, c'est pas seulement des réformes structurelles, c'est aussi des politiques convergentes en matière de salaire minimum, de fiscalité, de politique de surveillance du crédit. J'ose pas employer des mots trop. Voilà, je pense qu'on est mal organisé. Pour l'instant, c'est quand même un échec, cette coordination des politiques économiques. Alors, une question qui se pose, c'est est-ce qu'on y arrivera un jour ? Moi, je suis relativement pessimiste sur les possibilités de coordonner les politiques budgétaires. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut se rendre à la raison et se dire, finalement, ce qu'on n'arrive pas à faire par la coordination, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire par l'intégration ? D'où les discussions sur un petit budget de stabilisation macroéconomique en zone euro qui permettrait... Juste la différence entre coordination et intégration. Alors, la coordination, ce sont les gouvernements qui se mettent d'accord pour une année donnée faire de l'expansion budgétaire et une autre année faire de la restriction budgétaire. Voilà. Et l'intégration, c'est ils se mettent d'accord pour mettre en commun des ressources pour qu'un budget zone euro fasse le travail à leur place. Guntram.
Bon, je suis assez d'accord sur l'union bancaire, mais c'est trop technique, donc on ne va pas en parler, mais il faut le terminer. Bah, on a commencé un travail ensemble de mettre la politique bancaire au niveau européen, mais on a arrêté mi-chemin, donc il faut terminer ça, parce que autrement ça ne marche pas. Et je crois qu'on va y arriver, d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment un grand consensus intellectuel dans tous les pays qu'il faut le terminer. C'est une question quand et à quelle vitesse, etc. Mais je crois qu'on va y arriver. Peut-être je suis trop optimiste. Deuxièmement, je crois que ce que Benoît a dit sur la convergence, c'est très important. Et je veux souligner que le manque de convergence de productivité et des PIB en zone euro, ce n'est pas de la faute de l'euro. Et beaucoup de gens en pensent et on parle que c'est l'euro qui a causé ça. Mais si on regarde, par exemple, le manque de productivité en Italie, bon là, ça fait déjà 20 ans qu'on n'a pas de croissance de productivité en Italie. Je crois que ça a quand même des causes domestiques, comme par exemple avoir un Premier ministre, Silvio Berlusconi, qui s'est intéressé pour sa richesse personnelle d'abord, et qui ne s'intéressait pas pour réformer son pays. Donc il faut vraiment, je crois, faire un travail national de augmenter la productivité, faire des réformes, améliorer les systèmes d'éducation, etc., etc. Et c'est un travail qu'on peut faire. Et là je suis aussi d'accord aussi avec Benoît, qui est dans un certain sens une précondition politique pour qu'on fait une plus grande intégration au niveau des politiques budgétaires, ce qu'Agnès a proposé. Je crois que ça serait très très difficile de convaincre un électeur des Pays-Bas ou un électeur de Finlande ou même un électeur allemand de participer dans un mécanisme de partage de risques si il pense qu'il n'y a pas suffisamment de progrès dans certains pays au niveau de la productivité et de la convergence. Troisième point, je suis d'accord avec Agnès, ça serait bien d'avoir un système d'intégration, donc c'est-à-dire une espèce d'assurance pour des grands chocs, une espèce d'assurance commune. On ne va pas facilement y arriver, et avant qu'on y arrive, il nous faut une plus grande coordination des politiques nationales budgétaires, ce qui est très difficile, mais il y a des trucs très faciles qu'on peut faire. Par exemple, on a actuellement un président de l'Eurogroupe qui n'est pas full-time, donc qui normalement n'est pas full-time, en plein temps. Et il me semble que c'est très important d'avoir quelqu'un à cette position qui est là plein temps et qui fait un travail de traduire et d'expliquer qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a décidé à Bruxelles, aux électeurs nationaux, parce qu'actuellement on prend une décision à Bruxelles dans l'Eurogroupe, puis après c'est le ministre national qui va chez soi et qui explique qu'est-ce qui se passe. Ah, pardon. Mais je crois qu'il nous faut, au-delà d'un ministre national, il nous faut le président de l'Eurogroupe qui est présent dans le débat national et qui explique au grand public, on a pris cette décision et il faut vraiment faire ça ou ça. Donc ça, c'est déjà un petit pas, mais c'est un petit pas qui compte. Louis, vous aviez commencé, je vous avais interrompu, donc je vous redonne le fil de la parole. Oui, pour effectivement aller dans le même sens sur les efforts à mener pour améliorer la gouvernance de la zone euro et l'acceptabilité politique dans chacun des États membres de la zone euro. Alors, d'abord une réflexion sur l'interaction entre le rôle des gouvernements et le rôle des parlements, parce qu'il y a effectivement ce qui est perçu comme un déficit démocratique dans un certain nombre de cas sur ce type de décision. Et il est normal, dans la plupart des pays qui ont un parlement qui joue un rôle important dans les décisions législatives, il est absolument normal d'associer
plus directement les parlements à ces questions. Et nous avions institué la Commission des finances de l'Assemblée nationale et le Bundestag, et le bureau de la Commission des finances du Bundestag, nous avions une réunion semestrielle qui nous permettait d'aborder les sujets qui étaient des sujets de convergence sur les législations fiscales, éventuellement sociales, puisque c'était du ressort des parlements nationaux. Et je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut instituer désormais un Eurogroupe des présidents des commissions des finances des 19 pays membres de l'euro avec une réunion semestrielle. Faut-il qu'il y ait un secrétaire général ou un président de l'Eurogroupe pour assurer cette coordination? Je laisserai le soin aux responsables de l'exécutif et des exécutifs européens de trouver la meilleure formule. Et puis, une réflexion par rapport à un sujet qui est la question des législations sociales et des disparités entre les pays de la zone euro. Vous regardez le cas des États-Unis, ils ont évidemment l'énorme avantage d'avoir une législation sociale qui est uniforme. Par contre, ils ont des taux de l'équivalent de la TVA, la sales tax, la taxe payée par les consommateurs, est différente d'un État à un autre des États-Unis. Et ce qui m'avait frappé quand nous avions eu à connaître le problème de la crise grecque et de ses conséquences éventuelles sur l'euro, c'est que pendant ce temps-là, l'État de Californie, les finances de l'État de Californie étaient très très mauvaises. Enfin, on considérait que l'État de Californie était en quasi-faillite. Et néanmoins, ça n'avait pas d'importance sur la parité du dollar. Et personne n'a mis en cause à ce moment-là l'interaction entre une partie importante sur le plan économique. La Californie a un PIB qui est supérieur à bien des pays de la zone euro. Et donc c'est une réflexion qu'on doit aussi avoir, c'est-à-dire quelle est l'interaction entre les niveaux nationaux et leurs difficultés budgétaires propres et le fonctionnement de la zone euro et à travers la BCE. Jérôme, je vous donnerai la parole après, mais maintenant nous allons écouter le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. On me dit qu'il est là. Non. Ben, s'il n'est pas là, tout de suite, je vais donner la parole à Jérôme. Jérôme, tu as beaucoup travaillé sur ces questions avec un projet très, très cohérent. Donc il faut que tu le résumes extrêmement rapidement. On a joué un jeu dans le panel, c'était celui qui serait interrompu par l'arrivée de Monsieur le Ministre. Donc apparemment c'est tombé sur moi, donc j'ai de la chance. Donc, je vais essayer d'être le plus bref possible. Et peut-être qu'avant... Pas forcément, on ne sait pas. Oui, alors, je vais commencer par être bref, et puis après, si tu m'autorises, je serai plus long. Plutôt que de parler tout de suite des projets de réforme, j'ai envie, pour penser à la faisabilité des réformes qui ont été évoquées, notamment par Agnès, de regarder un peu le programme de travail pour l'année prochaine de la Commission européenne, pour savoir si on a des chances de voir aboutir un certain nombre d'éléments. Alors, l'union bancaire, ah oui, ils veulent le finir. Donc c'est vrai qu'on a, semble-t-il, une administration qui a la volonté manifeste de proposer aux États la finalisation de l'union bancaire pour l'année 2018. Donc ça, c'est une bonne chose. En deux mots, l'union bancaire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la question est revenue à plusieurs reprises. L'union bancaire, c'est un mode de gestion des crises bancaires, principalement par l'existence d'un fonds préalable de résolution qui aujourd'hui n'existe pas. Voilà, du coup, c'est une supervision, mais aussi une résolution de crise. Donc c'est la politique macro-prudentielle dont parlait Agnès, mais aussi la capacité de résoudre ex ante une crise et ex post une crise. Donc je pense que c'est un élément qui est incontournable pour éviter que la prochaine crise bancaire produise une crise économique. Donc c'est un pilier essentiel de la gestion de l'Union européenne et de la zone euro en particulier. Mais c'est que ça soit au niveau européen. Donc l'invention de l'union bancaire, c'est qu'avant on a fait la politique nationale, la supervision nationale des banques et la résolution et l'assurance des dépôts au niveau national. Et l'union bancaire le met au niveau européen. Donc c'est-à-dire c'est la BCE qui est responsable pour la supervision des banques dans toute la zone euro. Ce qui est quand même un pouvoir extraordinaire qui a été transféré du niveau national au niveau européen. Et puis, on a commencé de créer un fonds de résolution. Mais ce qu'on n'a pas encore, c'est une assurance de dépôt.
Et donc le grand débat maintenant, c'est est-ce qu'on peut avoir une assurance de dépôt qui soit une assurance européenne, donc c'est-à-dire zone euro, où je ne fais pas de différence en tant que citoyen si je mets mon argent dans une banque allemande ou bien une banque portugaise ou grecque, parce que je sais que c'est la même assurance qui est derrière. Je crois que c'est ça le truc, et c'est important d'avoir tous les trois niveaux, tous les trois piliers de la union bancaire Oui. au même niveau, parce que sinon on a plein des problèmes d'inconsistance. Donc l'union bancaire, ça semble en bonne voie. C'est en bonne voie. Pour ce qui concerne la coopération ou la coordination des politiques économiques, il n'en est nullement question dans le programme de travail de la Commission européenne pour 2018. À l'inverse, il est question d'avoir un budget pour la zone euro. Mais un budget pour la zone euro qui serait une émanation du budget européen. Donc ce serait des fonds du budget européen qui seraient dédiés explicitement au budget de la zone euro. Donc pas un budget propre de la zone euro, mais une partie du budget européen qui n'est pas très considérable finalement, notamment en proportion du PIB, qui serait dédiée à la stabilisation des économies, à l'aide à la préaccession des États membres qui souhaiteraient accéder à l'Union européenne, à l'aide aux réformes structurelles et aussi à un backstop, comme on dit, une aide financière accordée à l'union bancaire. Donc on serait dans une optique où on aurait un tout petit budget qui se déduirait d'un plus grand budget, mais pas tant que ça, qui aurait 4 objectifs à poursuivre. Il y a peu de chances que ce soit très efficace. Donc les propositions de réforme dont parle Agnès, je pense que nous sommes tous économistes favorables à ce qu'elles aient lieu un jour ou l'autre. Le plus tôt serait le mieux et je crains que ce ne soit pas pour demain. Est-ce que je dois m'arrêter là ou Tu peux t'arrêter là, je vais passer la parole à Benoît, puisqu'il avait commencé, là aussi je l'avais interrompu quand il en venait à ce sujet-là. Donc, Non, beaucoup a été dit, donc je vais être très bref et juste réagir à des choses qui viennent d'être dites. L'union bancaire, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc pour être concret, nous, BCE, on a embauché 1000 personnes qui sont dans une tour dans le centre de Francfort, qui supervisent les grandes banques européennes. Donc ça, c'est concret. C'est ça l'union bancaire en pratique. C'est 1000 personnes qui supervisent les grandes banques européennes. Simplement, on veut qu'elles aient les instruments réglementaires pour faire leur travail, c'est-à-dire que pour que les conditions juridiques, réglementaires soient les mêmes partout en Europe, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et puis on veut les instruments de stabilité financière qui ont été décrits par Jérôme, le fonds de résolution avec un backstop, etc., pour créer de la confiance. Mais je voudrais rajouter une chose sur l'union bancaire, tout ça est très important. Il ne faut aussi pas revenir en arrière en matière de réglementation bancaire. Nous, on applique la réglementation qui est votée par le Parlement, on ne l'invente pas nous-mêmes. Et il y a une petite musique, notamment en France d'ailleurs, puisqu'on est à Lyon, je peux dire ça comme ça, pas seulement mais notamment en France, qui est les banques sont trop régulées. Si on veut de la croissance, si on veut libérer la croissance, maintenant il est temps de déréguler les banques et d'alléger leurs contraintes en capital. Compte tenu de tout ce qu'on a dit précédemment sur le risque de crise financière, je pense que ça serait une erreur grave. Merci. Finalement, c'est Benoît qui a gagné au grand jeu. Et puisque je demande maintenant à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, de venir nous rejoindre. Monsieur le ministre, nous débattons ici de l'avenir de l'Europe. C'est un sujet sur lequel le président de la République s'est exprimé de manière forte. Et c'est de vous maintenant que nous attendons que vous nous racontiez évidemment des éléments essentiels sur l'économie française, mais aussi comment cette économie française va mieux s'insérer dans une Europe qui pourrait enfin avancer davantage. Bien, bonjour d'abord à tous. Alors, l'Europe, c'est pas compliqué, c'est prendre l'avion à Berlin le matin à 5 h du matin, faire un stop à Bruxelles vers 8 h pour reprendre un autre avion pour arriver à Lyon à temps pour discuter avec vous. L'Europe, c'est d'abord une géographie, c'est des langues. Ça fait 2 jours que je parle en allemand et ça me fait du bien de retrouver la langue française et la ville de Lyon. Je voudrais d'abord avoir un petit mot pour mon ami Gérard Collomb. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je connais son amour de la ville de Lyon.
Et donc je voudrais avoir une pensée pour lui. Je suis sûr qu'il entendra ce que je dis et tout le bien que je pense de la gestion qu'il a eue de la ville de Lyon. Vous êtes en fin de matinée, vous êtes tous très fins, moi le premier. On m'avait préparé un long discours, très ennuyeux. Je vais plutôt vous faire part de quelques convictions. Et puis si on a le temps d'échanger un peu avec la salle, ce sera tout à fait formidable. 2 convictions, 2 objectifs que je me suis fixés comme ministre de l'économie et des finances avec le président de la République. Une conviction et un défi. Voilà ce dont je viens vous parler ce matin. Ma première ambition, c'est évidemment d'accomplir la transformation économique de la France. Je ne vais pas être trop long là-dessus parce qu'on est ici pour parler d'abord de la question européenne. Mais le socle de la réussite européenne, c'est d'abord d'avoir une France qui retrouve sa puissance économique, qui retrouve sa crédibilité auprès de ses partenaires européens parce qu'elle aura de la croissance, parce qu'elle aura de l'emploi, parce qu'elle aura des Français tout simplement qui se porteront mieux. Cette transformation économique, pour moi, elle passe par 3 choix politiques, très simples, pas faciles forcément à expliquer, pas faciles toujours à défendre, parce qu'ils sont en rupture avec ce qui a été fait depuis très longtemps, mais ils me paraissent tout à fait essentiels. Le premier choix, c'est d'avoir une fiscalité qui favorise l'investissement et l'innovation. Quand on met en place le prélèvement forfaitaire unique, quand on allège la fiscalité sur les entreprises, l'objectif c'est quoi derrière? L'objectif c'est que nos entreprises puissent se financer plus facilement, donc innover, donc monter en gamme, donc exporter et réussir dans la mondialisation. Nos emplois en France dépendent de notre succès dans la mondialisation. Et pour ça, il est essentiel que nos entreprises puissent faire face à la révolution technologique, qu'elles puissent innover, qu'elles puissent avoir des produits toujours de meilleure qualité, que chacun prenne conscience qu'aujourd'hui, il n'y a plus de situation acquise dans le monde, que le combat économique est un combat difficile, qu'il va de plus en plus vite, et que si nous voulons réussir dans le monde tel qu'il est, il faut laisser à nos entreprises la possibilité d'innover tous les jours davantage pour avoir des produits de meilleure qualité. Et la fiscalité, de ce point de vue-là, est l'élément décisif. Pendant des décennies, on a expliqué aux Français, le capital c'est mal, le travail c'est bien. Et je pense qu'il n'y a pas de travail s'il n'y a pas de capital. Et que les deux sont utiles au pays. Et qu'à force d'alourdir la fiscalité sur le capital, on a empêché nos entreprises de se financer correctement, donc d'innover et de réussir dans une économie de rupture. Premier choix, alléger la fiscalité sur le capital pour que nos entreprises investissent et innovent. Deuxième choix fondamental, pour tout vous dire, ce n'est pas le plus simple, retrouver l'équilibre de nos comptes publics. Nous avons la dépense facile en France. Et c'est quelque chose de très très ancien. Quand vous lisez Saint-Simon, je vous recommande un chapitre formidable de Saint-Simon qui parle du goût de la dépense de Louis XIV. Le goût du plus grand luxe. Il expliquait comment Louis XIV affirmait son pouvoir en dépensant toujours plus d'argent public. Et derrière, les courtisans essayaient désespérément de suivre, mais ils ne pouvaient pas, ils se ruinaient. Et du coup, les courtisans, la cour, la France tout entière, étaient entre les mains de Louis XIV, qui avait ce goût du plus grand luxe. Ce goût du plus grand luxe, ou ce goût de la dépense publique excessive, c'est pas facile de s'en débarrasser. Mais je crois profondément qu'avoir des comptes publics bien tenus, des déficits publics qui se réduisent, une dette publique qui se réduit, c'est bon pour la France. Parce que ça nous permet de retrouver des marges de manœuvre pour investir dans des programmes plus utiles, dans des investissements plus utiles, pour vous, étudiants, pour nos entreprises, pour ce qui permettra de recréer de la prospérité dans notre pays. Et puis avoir des comptes publics bien tenus, c'est ce qui permet aussi de retrouver notre crédibilité en Europe. J'y viendrai tout à l'heure. Alors je sais bien que certains me disent, mais la dépense publique, quand même, c'est indispensable pour les écoles, les hôpitaux, les crèches, l'éducation, la santé, bien entendu. Mais quand on essaye de m'expliquer que la dépense publique, c'est ce qui va créer de la croissance et de l'emploi, ma réponse est très simple. Ça fait 30 ans
que nous ouvrons tout grand les vannes de la dépense publique. Nous sommes le pays en Europe qui a le niveau de dépense publique le plus élevé de tous les pays européens, et nous avons le taux de chômage parmi les plus élevés et le taux de croissance parmi les plus faibles, enfin jusqu'à maintenant, puisque les choses s'améliorent. Donc si la dépense publique était la solution à tous nos maux, ça se saurait. Je crois exactement le contraire, et avec le président de la République et le Premier ministre, nous sommes décidés à avoir enfin des comptes de la nation qui soient bien tenus. Le troisième choix, c'est celui qui vous concerne le plus directement. Il n'est pas réellement dans mon périmètre de compétences, mais je le mentionne parce qu'il est clé. C'est l'éducation. La plus grande des questions économiques, c'est la question éducative. Moi, je peux faire tout ce que vous voulez sur l'investissement, l'innovation, la fiscalité, le soutien aux entreprises, la simplification de leur vie, l'allègement des règles, des normes. S'il n'y a pas des hommes et des femmes bien formés, bien éduqués derrière, qui peuvent occuper ces emplois et les occuper avec force, avec intelligence, avec une bonne formation, tout ce travail sera perdu dans le sable. Avoir un système éducatif solide, mieux formé, développer l'apprentissage, garantir une formation continue pour que ceux qui ont réellement besoin d'une nouvelle formation puissent y avoir accès, ça c'est absolument décisif. Et avec Jean-Michel Blanquer, avec la ministre des Universités, c'est un sujet dont nous parlons très souvent, la transformation du système éducatif français, la transformation de l'offre de formation, c'est une des clés du succès économique de la nation française. Moi, je ne vous cache pas que lorsque je circule en France, que je vais pas très loin d'ici, dans la vallée de l'Arve, et que je vois les décolteurs dans ce secteur industriel qui me tient tellement à cœur, et que je leur demande quel est leur premier problème, je m'attends à ce qu'ils me répondent les charges, les impôts, les taxes. Ils me répondent tous, notre premier problème, c'est qu'on ne trouve pas les emplois dont nous avons besoin. Nous avons besoin de soudeurs, nous avons besoin d'ingénieurs de maintenance, nous avons besoin de techniciens, nous ne les trouvons pas. Mais dans un pays qui a plusieurs millions de chômeurs, qu'y a-t-il de plus désespérant que de savoir que dans le secteur industriel, dans certains secteurs de services, dans le secteur de la mécanique agricole, on ne trouve pas les emplois dont nous avons besoin parce que nous n'avons même pas su former nos enfants à ce que notre économie était prête à leur offrir. Donc cette question de l'éducation et de la formation est pour moi le troisième choix vital du redressement de l'économie française. Voilà la première mission qu'est la mienne. Transformer notre économie pour qu'elle investisse et qu'elle innove, qu'elle repose sur des finances publiques bien tenues, avec des hommes et des femmes qui auraient été formés solidement pour réussir leur vie et accomplir leur destin. Parce que c'est ma vision de la société française. Chacun doit pouvoir accomplir son destin. Ma deuxième mission, c'est la transformation de la zone euro. Ce n'est pas forcément la plus simple. Je rentre de Berlin, j'ai eu des discussions très utiles avec nos partenaires allemands, je les vois régulièrement, mais ne nous cachons pas que ce qui nous attend avec le président de la République, avec le Premier ministre, est une tâche à la fois historique et, comme toute tâche historique, extraordinairement difficile. En premier lieu, il faut que l'Europe apprenne à mieux défendre ses intérêts. Ça, c'est une condition sine qua non de la transformation européenne. Nous avons des intérêts économiques, nous devons apprendre à les défendre avec autant de force que le font la Chine ou les États-Unis. Ne soyons pas naïfs là-dessus, ne considérons pas que les États-Unis sont un grand pays libéral qui laisse toutes ses entreprises libres de se développer et qui n'intervient jamais dans l'économie. C'est faux. Il n'y a pas de pays plus interventionniste sur le commerce international, voire sur le soutien à ces entreprises quand elles sont stratégiques, que les États-Unis. Eh bien, que l'Europe ait le courage de faire la même chose, que l'Europe ait le courage de défendre ses intérêts. Et je note d'ailleurs que les choses bougent dans la bonne direction. Nous sommes par exemple en train de travailler sur un projet de directive qui visera à protéger l'Europe contre des investissements étrangers dans des domaines stratégiques. Tant mieux, c'est la preuve que l'Europe prend conscience qu'il faut être capable aussi de se protéger face à des investissements agressifs.
Nous avons, avec le président de la République, mis sur la table la question de la taxation des géants du numérique. Et je nous donne 2 ans pour aboutir sur ce sujet. Parce que très franchement, moi je vais sortir tout à l'heure, je vais aller dans un bouchon lyonnais, en tout cas j'espère que mon cabinet a prévu ça, et le restaurateur va me dire, moi je paye mes taxes locales, je paye mon impôt sur les sociétés, je paye ma TVA, mais vous tous ici qui êtes en train de tweeter, de vous servir de votre portable, toutes les données que vous avez utilisées servent à enrichir un des géants du numérique américain. Tant mieux, ils sont les bienvenus en France. Mais pourquoi est-ce que le bouchon lyonnais paierait ses taxes et ses impôts et que Google, qui est en train de profiter de toutes vos données dans cette salle, ne paierait aucune taxe ou des impôts dérisoires au trésor public français? Pourquoi? Nous avons donné un grand coup de pied dans la fourmilière en déposant une nouvelle proposition en juin. Ah, mais nous allons y arriver, je vous le garantis. Peut-être que mon compte Facebook sera bloqué, mais nous arriverons à taxer correctement Google, Amazon et Facebook. Notre détermination est totale. C'est ce que j'appelle défendre nos intérêts. Moi, je crois au marché. Je crois à la compétition internationale, mais fondée sur des règles d'équité et de réciprocité. Si demain, la Chine veut vendre des trains en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, il y aura des marchés publics. La ville de Lisbonne peut faire un appel d'offres, marché public, en disant, voilà, je renouvelle ma concession pour les trains qui circulent aux alentours de Lisbonne. La Chine, CRRC, le premier producteur ferroviaire au monde, pourra soumettre une offre sur ce marché public et arriver avec une offre très compétitive. La preuve en est que CRRC, le géant chinois du ferroviaire, a gagné tous les appels d'offres aux États-Unis en 2016. Tous. Donc ils vont arriver, ils vont faire une offre, et ils seront probablement les mieux-disants et ils auront de bonnes chances de gagner ce marché. Mais si nous, demain, avec Alstom, ou avec la future entreprise Alstom-Siemens, nous disons, tiens, Pékin est en train de s'équiper de trains, ils font un appel d'offres, nous allons soumettre une offre. Nous ne pouvons pas. Les marchés publics européens ferroviaires sont ouverts à la Chine. Le marché public ferroviaire chinois n'est pas ouvert aux Européens. Qui peut accepter ça? Il ne s'agit pas d'entrer dans une guerre commerciale avec notre partenaire chinois. Je serai à Pékin début décembre et je préférerais que mon déplacement ne soit pas annulé ou reporté. Mais il s'agit d'ouvrir une discussion d'égal à égal avec notre partenaire chinois en disant « Nous voulons faire du commerce avec vous, mais ce commerce il doit être fondé sur des règles de réciprocité et d'équité. » Et je pense sur un autre domaine à nos producteurs agricoles. Moi qui ai été ministre de l'Agriculture pendant 3 ans, je ne me vois pas expliquer à nos producteurs « Ne mettez surtout pas d'hormones dans vos bêtes pour les faire grandir plus vite et à moindre coût, parce que c'est mauvais pour la santé du consommateur. » Mais dans le même temps, je vais ouvrir tout grand mes frontières à des bœufs aux hormones importés de pays étrangers qui ne respectent pas les mêmes règles sanitaires que nous. Ça n'est pas acceptable. Le commerce doit être équitable. Et c'est à l'Europe de défendre cela. Deuxième grand enjeu, au-delà de la défense de nos intérêts, c'est d'être offensif. Ne soyons pas uniquement défensifs, soyons aussi offensifs. Et offensifs notamment en matière d'innovation. Le président de la République a fait une proposition dans son discours de la Sorbonne qui est une proposition majeure. Nous allons créer dans quelques semaines un fonds français pour l'innovation de rupture. 10 milliards d'euros financés par des cessions d'actifs de l'État dans le secteur concurrentiel. Ils seront vendus, ils alimenteront ce fonds, ils nous permettront de financer l'innovation de rupture. Nous proposons qu'à l'échelle européenne se crée un fonds identique, d'un montant évidemment beaucoup plus élevé, qui a aujourd'hui, je peux vous le dire, le soutien de nos amis allemands qui m'ont tous dit à Berlin qu'ils étaient intéressés par cette proposition.
Et ce fonds européen servira à financer des innovations de rupture que sinon aucun État seul ne sera en mesure de financer. Alors parfois on me dit, mais l'innovation de rupture, on ne comprend pas très bien ce que c'est, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais je vais vous donner un exemple très concret. Ariane, SpaceX. Ariane a été pendant très longtemps le leader du lancement de satellites dans le monde, avec de la fiabilité et un rapport coût-avantage particulièrement favorable. Mais le principe d'Ariane, vous le connaissez tous, c'est que la fusée décolle, que le satellite est mis en orbite, mais on ne récupère pas la fusée. Elle est détruite au passage. SpaceX, le lanceur part, installe le satellite en orbite géostationnaire et revient. Et pourra revenir à terme jusqu'à 1000 fois. L'innovation de rupture, c'est ce qui sépare le lanceur destructible du lanceur qui revient. Et inutile de vous dire, pas besoin d'avoir fait de grandes études d'économie pour cela, qu'il est plus rentable d'avoir un lanceur qu'on récupère qu'un lanceur qui se détruit à chaque fois. Nous ne gagnerons plus la bataille des géants du numérique. Il n'y aura pas de Google européen. C'est la bataille d'hier. Mais demain, il peut y avoir un géant de l'intelligence artificielle qui soit européen. Et je vais vous dire ma conviction. Il y aura un numéro 1 en matière de maîtrise de l'intelligence artificielle. Il n'y aura pas de numéro 2. Parce que la concurrence est tellement sévère que, comme le dit très bien l'expression anglo-saxonne, le vainqueur prend tout. Google, Amazon, Facebook, Apple ont tout pris dans le domaine du numérique, ont des niveaux de capitalisation jamais atteints dans l'histoire du capitalisme mondial. Je propose que l'Europe fasse de l'intelligence artificielle sa conquête de demain et qu'elle crée le champion de l'intelligence artificielle que les autres pays nous envieront. Mais ce défi, on ne le relèvera pas seul, on le relèvera tous ensemble en mettant les investissements et les financements nécessaires. J'ajoute que ce n'est pas qu'une question économique. Et c'est vous tous que ça concerne, vous êtes tous ici beaucoup plus jeunes que moi. Mais vous savez tous les questions morales et éthiques que pose l'intelligence artificielle. Quand vous aurez des voitures autonomes, ce n'est pas dans 10 ans, ce sera dans 2 ans probablement. Et vous aurez un logiciel d'intelligence artificielle qui aura un choix à faire lorsque survient un accident entre écraser une petite fille ou écraser une personne âgée. C'est un exemple très concret sur lequel travaillent déjà les conducteurs automobiles. Qui fera le choix? Quelle morale vous mettez dans cette intelligence artificielle? En matière de santé, comment est-ce que vous ferez pour mettre des limites à cette intelligence artificielle? En matière d'organisation politique, de démocratie, quelles limites vous allez mettre pour que les algorithmes ne décident pas à la place des citoyens? Mais ce sont des questions majeures. Donc non seulement l'Europe doit prendre la tête de la réalisation technologique du premier ensemble d'intelligence artificielle mondiale, mais elle doit aussi prendre la tête de la réflexion morale et éthique sur ce que représente l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes et dans nos choix éthiques d'être humains. Car nous sommes et nous restons des êtres humains avec une morale et une éthique. C'est sans doute ce qui nous sépare de l'intelligence artificielle. Enfin, je souhaite, dans cette deuxième mission, que la zone euro soit effectivement la priorité. Ça veut dire avancer dans l'union bancaire, avancer dans l'union des marchés de capitaux. Benoît Cœuré est un grand spécialiste de ça, et Agnès Benassi également. Ça veut dire faire la convergence fiscale, parce qu'on ne peut pas accepter que dans la même zone monétaire, là aussi pas besoin d'avoir fait de grandes études économiques pour comprendre que dans une zone où tout le monde a la même monnaie, on ne peut pas avoir 15 politiques économiques différentes. Dans une zone où il y a la même monnaie, il n'est pas optimal d'avoir un taux d'impôt sur les sociétés à 33% dans un pays et un autre à 12,5% parce qu'on fait du dumping fiscal. Le dumping fiscal ne peut pas être l'avenir de la zone euro. Enfin,
une fois que nous aurons renforcé cette intégration, nous proposons un budget de la zone euro et un ministre des Finances pour piloter cet ensemble plus intégré. Je ne rentre pas trop dans la technique, il est trop tard pour cela. Voilà les 2 missions qui sont les miennes. Croyez-moi, ça suffit à bien remplir ces journées. Transformer notre économie, intégrer la zone euro. Pour terminer, une conviction et un défi qui vous concernent tous. Ma conviction, c'est que ça se joue maintenant. Soit nous faisons ce dont je vous parle maintenant, dans les années qui viennent, et nous aurons permis à la France d'accomplir elle-même une transformation et de retrouver un élan qui est fidèle à notre génie. Soit nous ne faisons pas ces transformations maintenant et demain il sera trop tard. On ne choisit pas le moment historique où il faut décider. Le moment historique, c'est maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Enfin, il y a un défi, et ce défi, je pense qu'il est au cœur de chaque citoyen français. C'est de faire en sorte que ces transformations économiques et que cette transformation de la zone euro, ça ne se solde pas par plus d'inégalités, mais au contraire par une réduction des inégalités. Chacun mesure bien à quel point ces transformations technologiques vont tellement vite qu'elles peuvent mettre sur le bas-côté un nombre très important de personnes, pas assez qualifiées, qui n'ont pas reçu la formation adéquate, qui ont été licenciées, laissées au bord du chemin. Ce n'est pas notre vision de la société. Chacun voit bien que demain, il peut y avoir des nations qui réussissent et d'autres qui s'appauvrissent à une vitesse absolument stupéfiante. Ça n'est pas notre vision de la société. Et je veux rendre hommage ici à la directrice générale du FMI qui a créé ces rencontres, Christine Lagarde, non seulement parce que c'est une grande directrice, mais parce que c'est aussi une amie, qui a écrit noir sur blanc que les inégalités, non seulement sont révoltantes du point de vue de nos convictions, mais en plus, elles sont économiquement défavorables à la croissance. Le défi que vous tous demain, vous aurez à relever, vous qui incarnez les nouvelles générations qui viennent, c'est de faire en sorte que la France soit le pays leader qui puisse montrer qu'on peut conjuguer croissance, puissance économique et réduction des inégalités en France, en Europe et dans le monde. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Je vois que la séance de questions-réponses commence bien. Alors, il y a plusieurs questions qui vous sont posées, dont une question qui est une question d'actualité, qui est que faire sur les paradis fiscaux? Non, mais je vais répondre à la question de madame, parce que je pense que tout le monde l'a entendu. Et je répondrai ensuite sur les paradis fiscaux. Il peut peut-être y avoir un lien entre la question de madame et votre question. C'est la politique qui consiste à tout prendre aux riches pour donner aux pauvres, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Et la politique qui consisterait à aggraver la pauvreté dans notre pays serait tout simplement un désastre et un scandale. Nous partons d'un principe beaucoup plus simple qui est de dire il faut accroître la prospérité dans notre pays et permettre à nos entreprises de créer les emplois dont nous avons besoin. Moi, je voudrais bien, chère madame, redistribuer de l'argent public, en veux-tu, en voilà. Simplement, regardons ce qu'il y a derrière les mots. L'argent public, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent des impôts. Et si vous distribuez toujours plus d'argent à des personnes qui ne payent pas d'impôts, ne travaillent pas, ne sont pas en mesure d'alimenter la richesse du pays, et que vous en retirez toujours plus à ceux qui travaillent, ceux qui créent de la richesse, ceux qui font tourner nos entreprises, eh bien, au bout du compte, vous vous retrouvez dans la situation de l'Union soviétique des années 90. Je ne crois pas que ce soit souhaitable. On peut conjuguer le souci de justice et la volonté de prospérité. Et je pense qu'une nation qui est prospère,
qui récompense le travail, qui récompense les salariés, qui récompense le risque pris par les entrepreneurs. C'est aussi une nation qui peut financer ses crèches, ses hôpitaux, sa recherche, ses écoles, mais qui ne le fait pas à crédit, qui le fait parce qu'elle a retrouvé la puissance économique qu'elle avait perdue. En tout cas, c'est ma conviction. Et donc, je reviens à ma question qui était posée par plusieurs personnes sur les paradis fiscaux. Je vais vous répondre sur les paradis fiscaux. Je n'en doute point. L'évasion fiscale, c'est une attaque contre la démocratie. Ce n'est pas simplement une perte de recettes pour l'État. C'est une attaque contre la démocratie parce que le cœur de la démocratie, c'est la participation et le consentement de chaque citoyen. Pour qu'une démocratie fonctionne, oui, il faut qu'il y ait des impôts, il faut que la perception fiscale se passe bien. Croyez-moi, j'ai vu des pays où il n'y avait pas de bonne perception fiscale, ça n'est pas enviable. Mais chacun accepte de payer ses impôts s'il sait que son voisin, qu'il soit plus riche ou moins riche, paye également ses impôts et qu'il n'échappe pas à la règle commune. Quand on échappe à la règle commune, il n'y a plus de démocratie. C'est vrai en matière de sécurité, c'est vrai aussi en matière d'imposition. Donc l'évasion fiscale, elle est inacceptable parce qu'elle tue le consentement à l'impôt et au bout du compte, elle affaiblit la démocratie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. S'il vous plaît, beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a, chère madame, beaucoup de choses qui ont été faites contre l'évasion fiscale. Des choses faites par des présidents de droite et faites par des présidents de gauche. Est-ce que c'est suffisant? Visiblement, non. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Clairement, oui. Il y a une liste de l'OCDE sur laquelle doivent se trouver tous les États qui favorisent l'évasion fiscale. Sur cette liste de l'OCDE, il y a un seul État. Ce n'est plus une liste, c'est une exception. Eh bien, nous proposons, avec l'Union européenne, de créer une liste des États qui n'ont pas répondu aux demandes d'information que nous leur avons exigées pour faire la transparence en matière fiscale. Nous leur demandons de nous fournir sans délai ces informations, faute de quoi nous les inscrirons sur cette liste, et nous avons proposé, nous Français, que la liste soit assortie de sanctions. Un État qui soutient l'évasion fiscale ne doit avoir accès à aucun des programmes de soutien européens, aucun des financements du FMI et aucun des financements de la Banque mondiale. Alors je vois que certains partent déjeuner, donc je ne vois pas pourquoi certains partiraient déjeuner et que moi je resterai au micro. Surtout que je me suis levé, comme je vous l'ai dit, extrêmement tôt ce matin. Je voulais vous dire tout le plaisir que j'ai eu de vous voir aujourd'hui, et je voudrais rajouter un petit mot personnel. Cette transformation économique dont je vous ai parlé, cette transformation européenne, je ne la ferai pas tout seul. Emmanuel Macron ne la fera pas tout seul. Le Premier ministre ne la fera pas tout seul. Les gouvernements européens ne la feront pas tout seuls. Nous avons besoin de votre engagement. Ce qui, au bout du compte, fera que la France ira mieux, c'est que les Françaises et les Français, et en particulier les nouvelles générations, s'engageront avec enthousiasme pour notre pays et pour l'Europe. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Bien, c'est le moment de mettre fin à cette table ronde. Nous avons plein de questions que j'aurais aimé poser aux intervenants. Le temps nous manque, mais l'avenir de l'Europe ne va pas s'arrêter demain et il faudra évidemment en reparler plus longuement une prochaine fois. En attendant, je vous propose de remercier malgré tout nos panélistes.